Je me présente juste deux mots. Je suis un entrepreneur, ancien fonctionnaire au Cameroun, administrateur civil, aujourd'hui principal hors échelle, mais retraité. Mais à 7 ans de ma retraite, je n'en pouvais plus de continuer à être esclave. Parce que on a beaucoup parlé d'esclavage pendant le séminaire. Le salarié, qu'il le veuille ou non, aujourd'hui c'est un esclave moderne. Et même dans la fonction publique, c'est de l'esclavage. Il y a parfois des trucs de rien du tout qui font tic dans la tête. En tant que fonctionnaire, compte tenu du poste que j'occupais, je n'avais pas le droit de sortir du Cameroun sans l'autorisation du Premier ministre, des services du Premier ministre. Donc, si j'ai un problème en France, il faut que j'ai une lettre qui m'autorise de sortir du Cameroun. Des trucs comme ça où tu réalises qu'en fait, tu n'es pas libre. Et comme par ailleurs, j'avais déjà quelques affaires qui se développaient, j'ai dit, ah ça, vraiment, il faut que j'arrête. Ce n'est pas juste un problème d'argent, puisque nous allons parler d'argent. Ça va beaucoup plus loin que le simple problème d'argent. Et justement, je m'étais rendu compte en me frottant aux entreprises publiques comme privées, puisque je m'occupais des banques, des entreprises publiques. Les banques sont des entreprises, mais mon premier travail dans l'administration camerounaise, c'était au service des banques. Donc, on contrôlait les banques, on s'occupait des banques. Et ensuite, ça s'est étendu sur les entreprises publiques. Et privées, parce que les entreprises privées sont les clients des banques. Je me suis rendu compte que tous ceux qui réussissaient avaient quelque chose de particulier. À force de changer avec eux, ils venaient dans mon bureau, on discute de leur dette, parce qu'à un moment donné, c'était grave. On s'occupait de la restructuration bancaire, donc il fallait discuter avec certains gros clients que j'ai reçus dans mon bureau. Je me suis aperçu que tous avaient quelque chose de particulier. Et c'est là d'où la définition fondamentale des riches. Ils sont financièrement intelligents. Intelligence financière. Ils sont financièrement tous très intelligents. Nos industriels, nos papas commerçants là, d'Afrique là, tous sont très intelligents financièrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont trouvé des solutions à leurs problèmes d'argent. Et j'ai eu des surprises les plus incroyables. Moi, analyste financier, je suis venu à Paris. Quand je suis venu étudier à Paris, c'était pour faire finance et banque. Donc là, je me disais que s'il s'agit des finances, venez nous voir. Erreur. Pour être esclave, oui, mais pas pour moi. Parce que ceux-là ont quelque chose de particulier. Ils ont trouvé des solutions d'abord à leurs propres problèmes d'argent. Plus, comme je disais tout à l'heure, aux problèmes d'argent de leur famille, de leurs clients, etc. Et petit à petit, je me suis intéressé donc à ce domaine-là. En me disant, non, je comprends, maintenant il faudrait, qu'est-ce que je peux faire en dehors de MTA qui avait été créé depuis 1999 et en dehors des autres activités que j'avais, il faut que je crée une structure pour apprendre aux jeunes qu'on peut être libre financièrement, qu'on peut être indépendant financièrement, qu'on n'est pas obligé de vivre du chiffre qu'on voit sur le bulletin de paye chaque mois. À force de creuser, je me suis aperçu, premièrement, qu'il y a plusieurs formes d'intelligence financière. On va se limiter à ça, peut-être pour introduire, pour que vous compreniez bien. Dans le livre, puisque c'est une séance de conférence dédicace, il y a ce que j'ai appelé paradigme du vrai homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, l'un des papas dont je parle, qui sont les grands commerçants, grands industriels,
Tous. Je prends le cas du Cameroun. Je vois que la majorité des gens dans la salle sont camerounais. Les KJ des Fosso, dans les brasseries. Les Fosso Victor, qui a fait pratiquement tout le tour de tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Tout. De bas en haut. Les 5 secteurs qu'on a Fosso étaient là-dedans. Les Soeng, bon, lui venait de décéder, etc. C'est des gens qui, pour certains, n'ont jamais mis pied à l'école. J'en connais encore aujourd'hui, qui n'ont quasiment pas mis pied à l'école. Mais quand tu les approches, tu comprends que c'est des hommes extrêmement intelligents. Et donc le papa dont je parle, qui était l'un des plus riches de la ville de Bafoussam, enfin de l'Ouest, qui s'appelle Kamdem Samuel, de son nom de notable, c'est moi Fogogon. J'ai la chance, entre guillemets, même comme je dis que la chance n'existait pas. Comme j'avais déjà cette idée que je peux consulter ces papas-là pour comprendre comment ils ont fait. Je lui demande un jour, mais papa, dis-moi alors, comment vous, là, toi et tes amis, je lui pose la question comme ça, il a plus de 82 ans, hein. Comment vous avez fait pour être aussi riche et pour être... Il a dit, mon fils, si tu veux vraiment faire les affaires jusqu'à réussir, il faut être un vrai homme. Il m'a dit ça en Baham. Il faut être un vrai homme. Je ne pouvais pas m'en tenir à ça, puisque ça ne veut pas dire... Je commençais à comprendre que ça veut dire qu'il faut être solide, il faut être moralement et physiquement solide. Bon, c'est ce qu'on pourrait estimer par vrai homme quand on entend le prime abord. Mais ça allait plus loin. Donc j'ai pris le temps. C'était le premier cours et il a été mon coach pendant 2 ans. Tous les premiers samedis du mois. Même si je suis hors du Cameroun, il fallait que je me débrouille pour être là le premier samedi du mois parce qu'on avait coaching, séance de coaching. Il me dit donc qu'il faut être vrai homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des hommes, d'après ce qu'il m'a expliqué, premièrement, il y a des hommes qui sont en réalité déjà morts. Et il n'y a que leur bouche. Je suis désolé, hein, quand je dis, j'essaie de traduire le roman en ma langue. Il y a des gens qui sont déjà morts, il n'y a que leur bouche qui est restée en l'air et qui bavarde. Ils ne peuvent pas réussir. Loi du succès, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont comme des objets. Ils sont comme des objets qui déambulent. Et pour lui, donc, il faut être un homme vivant, par moteur. Après, il ajoute par moteur. Vous savez, moteur chez nous, c'est un homme qui vit encore. Parce que même quand on est mort, on reste homme. Mais on n'est déjà mort. Le cadavre est là, ça c'est un homme, mais il est mort. L'autre est là, il est vivant, c'est différent. Donc, il m'explique qu'il faut être un vrai homme. Et à force de chercher dans mes recherches, à force de travailler dans le domaine, je découvre que justement, en Orient en particulier, surtout Chine, Inde, c'est des notions absolument connues. Mais comment ils appellent ça? Ils appellent ça personne entière. On va essayer d'aller vite, c'est pas évident. Personne entière, ça veut dire une personne qui n'est pas fractionnée. Un vrai homme n'est pas fractionné. Un vrai homme a un physique qui marche. Le cœur marche bien, les poumons, tous les organes, tout est en bonne santé. Pour un vrai homme. D'accord? Il vendait les journaux. Après, il entrait dans les disques progressivement. Donc, il a su surtout mettre les gens riches. Et il en est de même pour les gens comme Henry Ford. C'est pas parce qu'il était le plus intelligent. 7. L'argent est un employé pour les riches. Voilà. Argent employé. Qui comprend ce que ça veut dire? Ça, c'est un gros secret. Énorme secret. Ça veut dire quoi? Argent est un employé. Bien sûr. L'argent travaille pour les riches. Votre argent est en train de... Pour ceux qui épargnent, ceux parmi vous qui ont épargné, ils ont enrichi les riches. Là, je vais me permettre de vous donner un exemple. C'est à la fois comment fructifier son argent
et comment l'argent travaille pour les riches. Je prends l'hypothèse je veux acheter un appartement ici à Paris à 100 000 euros. Je crois que c'est raisonnable. J'ai dit un studio. On peut. Je sais de quoi je parle quand même. Le studio, ça passe où? J'ai parlé d'un studio. J'ai dit qu'on peut acheter, je vous dis, si vous ne saviez pas, si vous vivez à Paris et vous ne le savez pas, on peut acheter un studio à Paris à 100 000 euros. Voilà. D'accord? J'ai dit un studio. Bon, allons-y. Je veux acheter un studio à Paris à 200 000 euros. Ça vous va? 200 000 euros pour un studio. Je veux acheter. Je veux acheter un studio de 200 000 euros. J'ai même dans mon compte à Paris 400 000 euros. Depuis